des exercices qui sont répétés des dizaines de fois, tout le monde est entraîné, l'unité Egos est une unité d'élite, donc c'est pas un tir manqué, c'est bien au contraire malheureusement un tir qui a atteint sa cible, mais la cible était la mauvaise cible. Raphaël Yerushalmi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien officier des services de renseignement militaire au sein de Tsahal. Nous voulions parler avec vous d'abord de ce démantèlement d'un réseau d'espions qui aurait espionné pour le compte de l'Iran. Mais l'actualité nous a rattrapé, une actualité tragique avec un accident qui s'est produit durant la nuit dans la vallée du Jourdain avec 2 officiers israéliens d'une brigade d'élite qui ont été tués. Apparemment, il s'agit d'une erreur de la part d'un des soldats de cette unité qui a cru qu'il y avait des terroristes. Racontez-nous de ce que vous savez sur les circonstances de cet accident tragique. Alors c'est un incident dont il faut préciser tout de suite qu'il est encore sous enquête, il n'y a pas encore de résultat, mais tout laisse à penser qu'il s'agit de ce qu'on appelle un feu ami, c'est-à-dire en fait une erreur d'identification et donc un soldat qui tire sur des soldats de sa propre unité, de l'unité Egos, qui est donc une unité de combattantes extrêmement entraînée, très très fiable, qui opérait, qui avait fait une manœuvre au nord de la mer Morte, dans la vallée du Jourdain, et il y avait cette nuit-là tout simplement deux jeunes officiers en patrouille dans cette zone, qui ont cru voir quelque chose de suspect et qui ont en fait tiré en l'air un tir d'avertissement. Malheureusement, ce qu'ils trouvaient de suspect, c'était en fait un autre officier de leur unité qui se trouvait dans la même zone et qui, se sentant menacé, aurait tiré, se croyant attaqué. Donc il y a eu ici un problème d'identification, un problème de communication, car normalement, dans ce genre de patrouille et de manœuvre, tout le monde sait où est tout le monde, c'est le b.a.-ba de l'opération. Il y a donc ici quelque chose qu'il va falloir vérifier. C'est un incident très très rare, extrêmement regrettable. Ça arrive assez rarement dans l'armée israélienne. Il va falloir savoir exactement dans quelle mesure cette erreur, d'où provient cette erreur. À mon avis, un problème de communication et peut-être une sortie inopinée de l'officier qui a tiré, c'est-à-dire il n'aurait peut-être pas dû se trouver là. Il y avait des patrouilles qui étaient prévues et lui, peut-être sa présence n'était pas prévue ou autorisée sur le terrain, mais ça, c'est une conjecture. Il faut préciser que l'armée israélienne prend des mesures souvent tout le temps exceptionnelles de protection pour protéger bien entendu ses soldats, surtout lorsqu'ils sont dans le cadre d'exercices et qu'ils tirent à balles réelles. Exactement. Au cours des officiers, quand moi j'étais élève du cours des officiers, il y avait des entraînements de tir à balles réelles où c'est extrêmement dangereux puisque vous avez des soldats qui courent derrière vous et qui tirent par-dessus vous, si vous voulez. Mais c'est des exercices qui sont répétés des dizaines de fois, tout le monde est entraîné, l'unité Egos est une unité d'élite, donc c'est pas un tir manqué, c'est bien au contraire malheureusement un tir qui a atteint sa cible, mais la cible était la mauvaise cible. C'est donc apparemment une erreur humaine. Une erreur humaine d'identification, mais ça peut être aussi une erreur humaine à un plus haut niveau de coordination des mouvements des soldats sur le terrain, où la patrouille aurait dû savoir qu'il y a d'autres soldats de son unité sur le terrain sur lequel elle patrouille. Le fait qu'elle ne le savait pas et qu'elle ait cru avoir affaire à un suspect ou une infiltration terroriste peut-être de Jordanie, cela montre qu'il y avait une mauvaise coordination des présences de chacun sur le terrain, à moins que quelqu'un ait pris une initiative sans permission de ses officiers supérieurs. Alors, de par votre expérience, lorsque un tel accident tragique se déroule, qu'est-ce qui se passe dans l'armée israélienne ? Est-ce qu'on arrête les exercices ? Est-ce que l'on revérifie, on va dire, les instructions concernant l'ouverture de feu ? Oui, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer dans toutes les unités combattantes de Tsahal. Il va y avoir une pause. On va attendre les résultats de l'enquête et on va, de toute façon, rafraîchir, dirons-nous, dans la mémoire des soldats, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation et les précautions à prendre.
Merci Raphaël Yerushalmi. Alors je rappelle, je voulais que nous parlions ensemble et je voudrais que nous disions un mot de ce qui s'est passé hier et qui est un développement que vous pouvez envisager, vous en tant qu'ancien officier des renseignements militaires israéliens. Le Shin Bet a démantelé une sorte de réseau, on ne sait pas comment l'appeler, puisque apparemment 4 ou 5 Israéliens, juifs, des femmes apparemment ont été arrêtés à la suite pour avoir apparemment fourni des informations à un informateur iranien. Alors, on est un peu étonné, on a du mal à savoir s'il s'agit de quelque chose de très sérieux ou alors finalement ce n'est pas inquiétant. La presse israélienne de ce matin, il y a les commentateurs dans les deux sens qui affirment que l'Iran a réussi d'une certaine manière à trouver des agents. Est-ce que c'est sérieux ou est-ce qu'il faut prendre ce genre d'événement avec une forme de légèreté ? Alors, bien qu'il n'y ait pas de dégâts sécuritaires importants et que ces personnes n'aient pas été en position d'obtenir des informations véritablement compromettantes ou dangereuses, l'événement est grave. L'événement est grave car il s'étend sur plusieurs années dans le cas de certains suspects qui donc auraient réussi alors à faire des choses pas véritablement importantes, à prendre des photos de certains endroits en Israël, de l'extérieur, ils ne sont même pas rentrés dans les bâtiments, ont essayé de prendre contact avec des gens importants de la société israélienne, ont même essayé de faire, dans 2 cas, engager leurs fils dans des unités de l'intelligence militaire de Tsahal. Ils ont échoué d'ailleurs. Donc tout cela s'est quand même déroulé pendant un temps assez long, avec une facilité déconcertante, puisque il n'y a pas eu d'activation ou de manipulation physique, c'est-à-dire de contact avec l'activateur, qui se trouvait lui tranquillement devant son ordinateur quelque part à Téhéran, et qui a activé tout ça à travers Facebook, WhatsApp et Instagram. Ça, c'est quand même inquiétant. Heureusement pour nous, il n'a pas réussi à atteindre des personnes importantes. N'oublions pas que ceci marche dans les deux sens. Grâce à la diversité ethnique du peuple juif, nous avons aussi la possibilité dans beaucoup de pays du monde de recruter des espions. Et en général, dans l'autre sens, par rapport à l'Iran, justement, nous avons dans la complicité locale des éléments qui travaillent pour Israël beaucoup plus aptes à obtenir des informations ou à perpétrer des actions. Ça peut être des gens de l'opposition, des membres de l'opposition au régime des ayatollahs. Ça peut être même des gens mafieux qui font ça pour de l'argent. Ça peut être des gens par sympathie pour Israël. Et nous arriverons à avoir une complicité locale à haut niveau. Là, il s'agit plus d'un jeu d'enfants pratiquement pour recruter ces personnes. Il y avait quand même de l'argent impliqué, donc des paiements qui ont été faits. Et il y avait une complicité apparemment aussi d'agents du Hamas en Turquie qui soutenaient cette action. Je rappelle qu'il y a 2 ans, enfin en avril 2020, on avait aussi repéré une activation, mais cette fois-ci c'était des Arabes israéliens qu'on a tenté de recruter. Et c'était à travers aussi les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs la preuve que c'est peu fréquent que l'Iran essaye par exemple de s'infiltrer à travers on va dire des Juifs, des Israéliens d'origine iranienne qui parlent le perse pas couramment. Oui, mais là il y a probablement, l'enquête le dira, mais je suspecte car il y a eu des déplacements de famille. Il y a une sorte de chantage d'une part, c'est-à-dire ces personnes avaient encore de la famille en Iran, donc il y a peut-être la possibilité ici d'une pression exécutée par les Iraniens sur ces familles. Et puis il y a eu, on sait au moins une personne qui est venue d'une des familles en visite en Israël très discrètement, et c'était peut-être aussi ça la monnaie d'échange, de pouvoir revoir ses proches. Il y a plusieurs façons d'opérer. Je pense aussi que ces personnes n'ont pas commis de véritables crimes sécuritaires. Ils ont refusé certaines choses qu'on leur a demandées. Ils n'ont pas accepté tous les ordres qu'on leur a donnés. Ils étaient plutôt dans le sens de prendre, comme je l'ai dit, des photos, le cas échéant, des photos compromettantes de gens importants, encore pour du chantage. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Yerushalmi d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions après donc cet accident dans la vallée du Jourdain, un accident tragique et meurtrier de 2 officiers israéliens qui ont été tués, et puis après le démantèlement de ce réseau d'espions, apparemment entre guillemets, employé par l'Iran. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée Raphaël, à bientôt.
Radio